On a beaucoup entendu parler dans les derniers jours de la mort de George Floyd, bien sûr, et donc de la brutalité policière et du racisme systémique aux États-Unis. Le racisme systémique, ça veut dire qu'il y a un ensemble de procédures, de structures, de lois même, de façons de faire qui, dans leurs résultats, font en sorte qu'ils vont avoir un traitement différencié entre les personnes qu'on appelle donc racisées, donc les personnes qui vivent le racisme, et les personnes blanches. Plutôt que de faire la comparaison ou de parler des États-Unis, j'aimerais aujourd'hui qu'on se concentre vraiment sur la réalité ici même au Québec et ailleurs au Canada. Le racisme systémique, la façon dont ça fonctionne dans les corps policiers, ça s'articule d'un ensemble de façons. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années de l'Université McGill qui a montré que la meilleure façon de prédire la présence policière dans un quartier, peu importe si ça se trouve où au Canada, ce n'est pas le taux de criminalité dans ce quartier-là, mais vraiment la quantité ou la proportion de population racisée qui se trouve dans ce quartier-là. Donc, la meilleure façon de savoir où sont les quartiers où il y a le plus de police n'a rien à voir nécessairement avec la lutte contre la criminalité. Ça fait qu'il y a des populations qui sont sursurveillées. Ça fait donc toutes les réalités du profilage racial et social qu'on connaît bien dans ces quartiers-là, qui vivent des réalités comme de la pauvreté, de l'exclusion économique, de l'exclusion sociale. Ce racisme systémique-là aussi, dans les corps de police, c'est le profilage racial, c'est la façon dont les jeunes sont interpellés, et ça, pas en lien nécessairement avec le quartier. Par exemple, dans un quartier où il y a moins de personnes racisées, comme le plateau Mont-Royal ou le centre-ville, les gens, il va peut-être avoir moins de présence policière, sauf que les quelques personnes racisées qui y sont vont être largement harcelées par la police également. Si vous êtes un automobiliste qui est un homme noir, les chances que vous soyez interpellé pour vérifier votre plaque d'immatriculation, voir si vous n'auriez pas volé votre propre voiture, par exemple, demeure très élevée. L'une des autres façons dont le racisme systémique peut s'exprimer dans la police ici au Québec et à Montréal, c'est la façon dont, une fois qu'il y a eu un incident violent qui s'est produit, la sympathie du public ne sera pas nécessairement aussi forte pour la personne qui a été donc victime de brutalité policière, qu'elle en soit décédée ou pas. Souvent, dans les médias, le lendemain, plutôt que de regarder dans le passé du policier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le passé de la personne qui a pourtant été victime de violence pour savoir si cette personne méritait pas ou non de recevoir cette violence-là. Les personnes qui sont victimes de brutalité policière ici ne reçoivent aucun service d'aide psychologique, par exemple, pour les aider avec leur trauma, parce qu'être brutalisé ou tué par la police, ce n'est pas considéré comme un acte criminel jusqu'à preuve du contraire. Et c'est très rare, ou sinon ça arrive même presque jamais, qu'un policier va être accusé ou criminel pour un tel geste. Par conséquent, les familles, surtout, et souvent ce sont des familles pauvres, sont laissées à elles-mêmes sans ressources psychologiques. Il y a quelques pistes de solutions qu'on peut prendre, des choses qu'on pourrait faire immédiatement pour essayer de se sortir de ce statu quo-là. Il y a une enquête qui a été faite à CBC Montréal qui a montré qu'au Québec, entre 2016 et 2019, donc depuis la création du bureau d'enquête indépendant, et j'utilise le mot indépendant entre immenses guillemets, car c'est pour la plupart des anciens policiers qui enquêtent sur la police. Donc, depuis la création de ce BEI-là, il y a 71 personnes entre 2016 et 2019 qui ont été tuées par la police ou qui ont perdu la vie aux mains de la police au Québec. Et de ces 71 décès-là, dans aucun de ces cas-là, la police n'a été accusée aux criminels de quoi que ce soit. Donc, l'impunité policière que l'on dénonce avec raison ces temps-ci aux États-Unis, il faut comprendre que notre système de justice, la façon dont il est fait, nos enquêtes, de la façon dont elles sont faites, c'est à peu près impossible aujourd'hui au Québec pour un policier d'être inculpé au criminel pour avoir contribué à enlever la vie de qui que ce soit. Donc, les statistiques sont quand même très élevées et beaucoup plus élevées que celles qu'on peut trouver dans d'autres pays occidentaux, sauf, encore une fois, aux États-Unis. Si vous regardez au Royaume-Uni, par exemple, il y a très peu de services de police, en fait, qui sont armés
dans leur patrouille. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profilage racial, mais ça veut dire qu'au moins, les Noirs britanniques ont beaucoup moins de chances de mourir de brutalité policière. Donc, cette idée-là de réduire l'armement de la police peut sembler très radicale quand on le dit ici, parce qu'encore une fois, on a l'habitude de se comparer avec les États-Unis, mais on peut trouver facilement un peu partout dans le monde des exemples de polices qui ont réussi à fonctionner autrement. On peut aussi imaginer, plutôt que d'essayer de former les policiers à mieux intervenir auprès des personnes qui sont en crise de santé mentale, on peut essayer d'imaginer des services d'urgence autres que les policiers qui viendraient en réponse quand on appelle le 911 pour une personne en crise de santé mentale. Les personnes qui sont dans ces états-là n'ont pas besoin d'une personne armée qui vienne les joindre. Ils ont besoin d'un travailleur social ou d'un professionnel de la santé qui vient les aider alors qu'elles sont en crise. Ça ferait une grande différence non seulement pour la survie des personnes particulièrement noires et autochtones en crise de santé mentale, mais ça pourrait faire une différence ne serait-ce que dans le respect de la dignité humaine des personnes qui viennent chercher de l'aide.